Ce matin, notre invité, Sacha Houlié, qui est député Renaissance de la Vienne, présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Sacha Houlié, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. 200, 300, 400 morts dans un hôpital du cœur de Gaza. Explosion. Israéliens et Palestiniens se rejettent la responsabilité. Enquête en cours. Manifestation pro-palestinienne un peu partout dans le monde arabe. Israël dit qu'il portera les preuves de l'implication du djihad islamique dans cette explosion. C'est indispensable. Sacha Houlié. D'abord, aujourd'hui, on n'en est pas à l'imputabilité de cette frappe. C'est un désastre, c'est un drame. Vous avez énuméré le nombre de morts qui pourraient être même plus nombreux encore, puisque on parle de 500 à 1000 morts. Et c'est une condamnation unanime, quel que soit l'auteur des frappes. C'est un crime de guerre, et en fonction de à qui il sera imputé, les auteurs devront s'expliquer. Quel que soit, si ce sont les Israéliens, c'est un crime de guerre. Qu'il s'agisse d'Israël, si, comme ça a été un temps évoqué sur les réseaux sociaux, sans que la confirmation ne soit parvenue jusqu'à présent, ou qu'il s'agisse des terroristes du Hamas, de la même façon, il faudra une explication, une condamnation et une réponse de la communauté internationale. En attendant, on a un autre problème. Un autre problème que ce drame qui aujourd'hui a entraîné de nombreux morts, c'est que les vivres manquent, les médecins manquent, les médicaments et l'aide humanitaire manquent, et à Gaza, elle doit arriver. C'est l'expression cette nuit du président Macron, et c'est ce qui doit être l'urgence absolue dans les prochaines heures. Oui, l'urgence absolue. Pourtant, à l'ONU, la France a voté contre une résolution demandant un cessez-le-feu à Gaza. Résolution russe, c'est dans la nuit aussi. Mais ce n'est pas le moment de voter la paix. C'est très clair pour la France qu'Israël a le droit, de poursuivre les terroristes du Hamas dans la bande de Gaza, de les interpeller, 3, d'obtenir la libération de ces otages qui sont aujourd'hui retenus en territoire palestinien, et cette défense, elle est proportionnée. En revanche, pour libérer les otages. Ce qui ne l'est pas, si c'était avéré et si c'était imputable à Israël, ce qui fait beaucoup de conditions qui aujourd'hui sont inconnues pour nous, eh bien, ce sont des frappes sur des hôpitaux, sur des personnes civiles et sur les populations gazaouis qui sont démilitarisées pour celles-ci. Mais alors, Emmanuel Macron s'est exprimé dans la nuit, oui, mais le chancelier allemand Scholz est allé sur place. Joe Biden est au Proche-Orient. Et la France? Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron ne s'exprime pas, je ne sais pas, à la télévision, solennellement? Parce que l'affaire est grave aujourd'hui. Il y a aujourd'hui une rencontre importante à Pékin entre Xi Jinping et Vladimir Poutine. Parce que la France a besoin d'exister diplomatiquement. Où est la diplomatie française? D'abord, le président s'est exprimé jeudi dernier sur la situation israélienne. Ensuite, ce que je constate des deux visites de Joe Biden, le président américain, de Olaf Scholz, le chancelier allemand, c'est que ces visites ont dû être écourtées, compte tenu de la situation aujourd'hui à Gaza, en Israël. Écourtées parce que Olaf Scholz essuie des tirs sur place. Écourté parce que le président Biden n'a pas été reçu en Jordanie. Et de ce point de vue-là, cela pour rencontrer Mahmoud Abbas. Cela montre que il est parfois inutile de se rendre sur place. Il est parfois précautionneux, ou en tout cas important d'avoir tous les éléments en tête. Et l'expression mesurée, attentive du président Macron montre que il faut prendre le temps pour ne pas dire de bêtises sur cette question. Trop de choses fausses sont dites, trop de mauvaises informations, trop de désinformation est faite sur ce sujet pour qu'on cède à l'empressement. Si Israël est responsable de la frappe sur l'hôpital, la France condamnera Israël. De toute évidence, oui. Bien, faut-il toujours interdire les manifestations pro-palestiniennes en France? Oui, lorsqu'elles créent des troubles à l'ordre public, lorsque vous avez des appels à la mobilisation qui sont ceux de la haine, de l'antisémitisme, lorsque vous avez des dénonciations qui sont aujourd'hui inacceptables parce qu'elles portent un message qui est ou xénophobe, ou je le redis, antisémite, oui, ces manifestations doivent être interdites. Si demain, des manifestations ont des messages appelant à la paix, si demain, les organisateurs n'ont pas été condamnés pour une raison ou une autre, qui soit, en tout cas, qui tombe sous le coup de la loi, alors ces manifestations pourront être autorisées, et c'est tout le but de la police administrative. Les préfets, aujourd'hui, qui prennent ces arrêtés,
n'ont pas été dédits par la justice administrative à ma connaissance. Ce qui montre la justesse de leur appréciation sur ces mobilisations. Bien, Sacha Houlié, vous êtes président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Hier matin, à votre place, là où vous êtes assis, Daniel Obono, député LFI de Paris, qualifiait le Hamas de mouvement de résistance. Le Hamas, un groupe terroriste que vous refusez d'appeler comme tel, a dit hier Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale en s'adressant à Mathilde Panot, la présidente du groupe Insoumis. Gérald Darmanin a saisi la justice, vous aussi. Exactement. Je crois que ces propos tombent sous le coup de ce qu'on appelle l'article 40 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire des propos qui sont délictueux, puisqu'il s'agit d'une apologie du terrorisme, dès lors qu'on ne refuse de nommer les choses par leur nom, dès lors qu'on refuse d'appeler action terroriste ce qui est une action terroriste de la part d'un groupe terroriste reconnu comme tel par les instances internationales. Et donc, nous avons saisi le ministre de l'Intérieur comme moi, le procureur de la République, qui est libre ou non d'engager des poursuites. Je souhaite qu'il le fasse. Qu'attendez-vous de la justice ? Je souhaite qu'elle ouvre une enquête, qu'elle poursuive Daniel Obono et qu'elle soit poursuivie, qu'elle soit sanctionnée, qu'elle soit traduite dans la justice, qu'elle soit condamnée. À quoi ? D'abord à une peine qui serait prononcée au titre de l'apologie du terrorisme. Une peine ? Une peine qui peut être une peine d'amende. Je suis pas juge, je suis parlementaire. Je respecte trop la séparation des pouvoirs pour prononcer moi-même cette peine. Ce que je veux dire, c'est que ces propos sont qu'elle soit sanctionnée en tant que députée ou pas. Malheureusement, vous savez que, malheureusement ou heureusement d'ailleurs, parce que c'est aussi les vertus de la liberté d'expression. Ces propos ne tombent pas sous le coup d'une sanction au titre de l'Assemblée nationale, comme d'autres propos, comme le propos de monsieur Iacobelli, notamment le député du Rassemblement national, qui a gravement injurié un député de la majorité ce week-end. Ce que je veux vous dire... Là encore, un article 40 a été déposé. L'Assemblée nationale se constituera partie civile dans cette affaire. Donc c'est suffisamment important pour être dit. Aujourd'hui, les parlementaires ont un devoir extrêmement fort d'exemplarité. Encore plus quand le monde est déstabilisé, quand les crises sont aussi graves. Eh bien, je pense que les parlementaires doivent pouvoir avoir un peu de retenue, un peu de modération et doivent pouvoir donner l'exemple. Le PS a voté dans la nuit la suspension de sa participation à la NUPES. Est-ce que c'est, à vos yeux, l'agonie de la NUPES ? Est-ce que nous vivons l'agonie de la NUPES ? C'est une lente agonie. C'est une lente agonie, mais qui était, pour paraphraser Garcia Marquez, une chronique d'une mort annoncée. Quand vous êtes initialement en désaccord sur quasiment tout, notamment sur le projet européen, notamment sur les relations internationales, notamment sur le plan économique, notamment sur le plan social, et encore plus peut-être sur le plan écologiste, eh bien, vous êtes condamné au fond au divorce. Et cette alliance qui était baroque, qui était une alliance purement électorale, qui a pu laisser croire à des électeurs que c'était une alternative, eh bien elle se délite au fur et à mesure que passent les mois, au fur et à mesure que les mensonges de cette promesse de la NUP eh bien est révélé au grand jour à nos concitoyens. Et le crépuscule politique pour Jean-Luc Mélenchon ? Alors ça, vous savez, en politique, il n'y a jamais de disparition totale. Par contre, le discrédit total des positions qui sont les siennes, la façon dont il harangue à la fois la gauche, la façon dont sur les positions internationales il discrédite la parole de la France, la façon dont il insulte quotidiennement nos policiers. Il n'en a pas l'exclusivité. J'ai entendu monsieur Bardella dire que tous nos services de renseignement avaient failli, ce qui est... Et sincèrement, au regard du travail qui est effectué, au regard des attentats qui ont été déjoués, également un scandale à hauteur de ce que disait monsieur Mélenchon. Bien, oui, je rappelle que vous êtes président aussi à l'Assemblée nationale de tout ce qui est la délégation parlementaire au renseignement. La délégation parlementaire au renseignement. Je vais y revenir. Mais tiens, à propos de ce qui s'est passé à Arras et auparavant de la mort de Samuel Paty, hommage au professeur Samuel Paty et Dominique Bernard lundi, 179, je dis bien 179 saisines du procureur de la République à l'encontre de 179 élèves qui ont perturbé les hommages, procédures disciplinaires par ailleurs pour ces élèves et des exclusions pour plus d'une soixantaine d'élèves. Protéger les personnels et les élèves, c'est ce que vous demandent les enseignants, c'est ce que vous demandent des personnels de l'éducation, c'est ce que vous demandent les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes. Un policier dans chaque école, demande Christian Estrosi. Que faire ?
Sacha Houlié. S'il était possible de mettre des policiers dans chaque école, peut-être nous ne le ferions pas, puisque ça a une efficacité qui est limitée. Ce que nous faisons... Vous dites non à Christian Estrosi. Ce que nous ferons en revanche... Vous dites non. Oui, d'abord c'est une intransigeance totale, exprimée par la voix du ministre de l'Éducation nationale sur l'expression de manifestations religieuses à l'école. Elles n'ont pas leur place, elles n'auront jamais leur place, et c'est le propos de rentrée du ministre de l'Éducation nationale. Un renforcement des protections qui sont allouées aux écoles. 100 millions d'euros vont être consacrés à cela, c'est l'annonce du ministre de l'Intérieur et du ministre de l'Éducation nationale, donc une grande intransigeance. Et puis nos services de renseignement, enfin, il faut redire les choses telles qu'elles ont été dites par le ministre de l'Intérieur. 43 attentats déjoués, des fichiers S qui sont suivis, un peigne fin qui a été fait pour les gens qui demeurent sur le territoire français en situation régulière pour qu'on procède. Oui. Et Mohamed Mogouchkov a tué. Expulsion. Oui. Il a tué. Mais il a tué, il est arrivé en France à quel âge? À l'âge de 5 ans. Exactement. Bien. Sa famille devait être expulsée en 2014, elle ne l'a pas été, donc faillite de l'État. Alors, Sacha Houlié. Sur sa famille, son père a été expulsé. Son père. Son frère a été incarcéré. Et vous savez où est son père? Il est en Géorgie. Son frère a été incarcéré. Oui. L'intéressé lui-même est malheureusement tardivement incarcéré. Son frère a été également placé sous les verrous. Et donc, l'intransigeance de l'État, elle est totale sur ce point. L'État a failli. Est-ce que l'État a failli en 2014, Sacha Houlié? L'État n'a pas la main qui tremble, mais la majorité aujourd'hui a la main retenue sur la loi immigration pour des gens qui ne veulent pas donner vous ne me répondez au ministre de l'Intérieur en 2014, les moyens de son action. La famille devait être expulsée. Pourquoi ne l'a-t-elle pas été? Parce que l'État a failli. Mais parce que vous connaissez... L'État a failli et a montré beaucoup de faiblesses devant les associations qui se sont battues pour maintenir la famille en France. Vous connaissez précisément l'histoire et vous venez de la faire. Oui, je la connais très bien. C'est-à-dire qu'au moment de l'expulsion de la famille, il a été décidé de libérer ces personnes sous la pression d'associations qui avaient demandé leur libération. L'État a donné raison à des gens à qui il n'aurait pas dû donner raison à ce moment-là, et la nation l'a chèrement payé. Mais écoutez, les choses que nous n'avons pas bien faites, nous voulons bien nous les reconnaître. Et nous voulons bien reconnaissez-les. Mais ça n'a pas été bien fait. Dans la continuité de l'État, dans les quinquennats qui sont précédents, et dont nous prenons toute notre responsabilité. Maintenant, la responsabilité de demain, celle que nous voulons assumer. J'allais y venir. C'est celle de la loi immigration pour laquelle je redis que notre main ne tremble pas, mais qu'elle est empêchée par ceux qui nous demandent en permanence des moyens supplémentaires pour agir et qui refusent de nous les donner. Je vais vous donner 3 exemples. Non, mais attendez, c'est moi qui vais décider là, sur le projet de loi immigration. Ne vous inquiétez pas. Je suis prêt à vous donner ces exemples. Bon, je sais que vous voulez répondre. Eh bien, je vais vous poser des questions. Projet de loi immigration, on est bien d'accord. 6 novembre au Sénat, ensuite en décembre à l'Assemblée nationale, vous avez accéléré le mouvement. C'est bien cela, hein, Sacha Houlié? C'était une demande faite par la présidente de l'Assemblée nationale à laquelle je souscris bien volontiers. Bon, j'imagine. Vous n'allez pas aller contre la présidente de l'Assemblée nationale. Ça, j'imagine, vous êtes du même bord. Bien. Alors, regardons précisément les points qui pourraient faire partie, les mesures qui pourraient faire partie de ce projet de loi. Expulsion de tous les étrangers qui ont commis des délits graves et des crimes. Ça, c'est ce que demande Marine Le Pen. Ça, c'est possible ou pas possible, ça? C'est la double peine, c'est prévu à l'article 9. Je rappelle que la double peine avait été strictement limitée, notamment en 2003, lorsque Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Donc c'est l'article 9. Nous allons de votre loi généraliser le fait que lorsque vous êtes un étranger délinquant, vous serez expulsable. Expulsable lorsqu'on est un étranger délinquant. Très intéressant. Pouvoir expulser un étranger fiché FSPRT, même entré en France dès son plus jeune âge, oui ou non? Oui également, là c'est l'article 10, on appelle ça, en langage barbare et juridique, la levée des réserves d'ordre public. Qu'est-ce que sont les réserves d'ordre public? Ça veut dire que Mogouchkov aurait pu être expulsé. Alors, on va revenir à Mogouchkov juste après, parce que lui n'avait pas de casier judiciaire, ce qui était toute la difficulté, ce qui sera l'objet d'une autre mesure. Mais sur la levée des réserves d'ordre public, l'idée est de dire, si vous êtes un étranger délinquant, on ne peut vous trouver aucune excuse, quand bien même vous avez un conjoint français, vous êtes expulsable. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Quand bien même vous avez une présence sur le territoire français de plus de 10 ans, vous êtes expulsable. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Quand bien même vous êtes rentré en France avant l'âge de vos 13 ans, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Demain, vous serez expulsable. Pourquoi pouvoir retirer un titre de séjour pour adhésion à l'idéologie djihadiste? Exactement. Alors ça, c'est l'article 13.
Et pour le coup, c'est celui qui aurait été applicable dans le cas de l'assaillant d'Arras. C'est-à-dire qu'on va les fouiller dans les téléphones de... Pas seulement, parce que vous savez qu'on peut collecter des informations sur les réseaux sociaux, sur l'activité, parce qu'il y a des techniques de renseignement qui sont mises en place, notamment en termes de terroristes, elles sont très poussées, on peut déjà observer beaucoup de choses, on peut avoir des fiches. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire avec la 3e disposition, après la double peine, après les levées des réserves d'ordre public? Nous allons permettre de retirer les titres délivrés, de ne pas les renouveler lorsque l'intéressé, lorsque la personne qui est en cause ne respecte pas les principes de la République. Et c'est cet article-là, cet article 13, qui nous aurait permis, le cas échéant, de retirer les titres, de considérer que la personne était irrégulière, de considérer qu'elle constituait une menace grave pour l'ordre public, et donc de la rendre expulsable à ce titre-ci. Durcissement du regroupement familial ? C'est une des mesures qui a été proposée par le Sénat. C'est une des mesures qu'on peut étudier. Vous adhérez ? En tout cas, le fait que les gens doivent parler davantage français lorsqu'ils... Vous adhérez ou pas ? Est-ce qu'il y aura dans la loi un durcissement du regroupement familial ? C'est ce qui est prévu par le Sénat, c'est ce que l'Assemblée doit discuter. Et sur la question de l'exigence de la langue étrangère, oui. Sur l'exigence de la maîtrise de la langue française. Et le durcissement du regroupement familial, vous êtes favorable ou pas ? C'est exactement ce que je viens de vous mentionner, oui. Bon, d'accord. Bon. Réforme de l'AME remplacée par une aide médicale d'urgence, là aussi, vous êtes pour ? Non, là je pense que c'est cosmétique. Le rapporteur général du budget, Jean-René Cazeneuve, a dit une formule très juste. Le milliard de l'AME est certainement le milliard le mieux contrôlé du budget de l'État. D'ailleurs, d'aucuns le montreront, une mission... milliard et un peu plus. Une mission a été confiée par la Première ministre à 2 personnalités. Un ancien ministre de la Santé, M. Claude Évin, socialiste. Un ancien directeur de campagne de M. Fillon et de Mme Pécresse, M. Patrick Stefanini. Et ces 2 personnes auront l'occasion de dire si oui ou non il faut toucher à l'AME. Ce que je crois, c'est qu'il ne s'agit pas non plus de mettre les Français en risque en important chez nous des épidémies, en ne traitant pas des cas de maladies qui pourraient être graves et qui pourraient ensuite... Mais vous accepteriez une remise en cause de l'AME ? Non, parce que je pense que c'est inutile. Vous dites non. Je pense que c'est inutile. Pour ce qui me concerne, je l'ai toujours dit. Je pense que ce n'est pas souhaitable et je pense qu'on a beaucoup mieux à faire. Je pense que sur les mesures que je viens de vous énumérer, on sera autrement plus efficace aujourd'hui dans la lutte contre l'immigration illégale et contre la délinquance grave, la criminalité organisée ou la lutte contre le terrorisme. Eh bien, je termine avec l'article 3 et ensuite avec la position de LR. Sacha Houlié, l'article 3, régularisation des travailleurs étrangers détachés qui aujourd'hui ont des contrats de travail mais qui demandent à être régularisés. Exactement. Là, vous avez même conduit une tribune avec des hommes et des femmes de gauche, Sacha Houlié. Cet article sera-t-il maintenu dans le projet de loi ? Oui, parce que les travailleurs n'ont pas à payer les pots cassés pour les délinquants. Vous êtes certain qu'il sera maintenu ? J'en suis certain, puisque s'il ne l'est pas au Sénat, nous le réintroduirons à l'Assemblée nationale. Là où il faut être très clair, c'est qu'il faut juger les étrangers pour ce qu'ils font et pas pour ce qu'ils sont. On ne les juge pas parce qu'ils sont étrangers, on les juge parce que soit qu'ils sont délinquants, ils n'ont rien à faire sur le territoire national, nous devons les renvoyer et être extrêmement fermes, soit ce sont des travailleurs qui cherchent à s'intégrer, qui souvent font l'objet d'appui de parlementaires, aussi de droite, il faut le dire. Ce sont ces mêmes parlementaires de droite qui écrivent parfois au ministre de l'Intérieur pour demander leur régularisation. Donc, moi je dis, cessons cette hypocrisie, travaillons efficacement, ayons un texte radicalement à droite lorsqu'il s'agit d'être ferme, radicalement à gauche lorsqu'il s'agit d'être humain, mais assumons pour l'État toutes nos responsabilités en prenant notre courage demain. Ne soyons plus empêchés. Vous savez bien que pour LR, c'est la ligne rouge. Mais dans ce cas-là, LR vous dit, si vous maintenez cet article 3, nous ne voterons pas ce projet de loi et même nous déposerons une motion de censure. Alors, stop au prétexte. Moi, je dis stop au prétexte. Parce que dans ces cas-là, il ne faut pas que les députés, les Républicains, demandent des régularisations au ministre de l'Intérieur pour les travailleurs qui relèvent de leur département ou de leur circonscription. Voilà. Donc, stop au prétexte. Étudions le texte. Regardons. Quant à la motion de censure, ça voudrait dire que, d'abord, il y a un engagement de la responsabilité du gouvernement au travers d'un article 49 alinéa 3. Nous n'en sommes pas là. Quant à la motion de censure, ça voudrait dire que l'intégralité du groupe Les Républicains, 62 députés, puisqu'il en faut 58, ont signé une motion de censure. Nous n'en sommes pas là. Et ce que je veux dire aux Républicains, c'est qu'aujourd'hui, nous pourrions avoir une loi immigration si nous n'avions pas traîné, si nous n'avions pas été empêchés, si la main de l'État n'avait pas été retenue par leurs parlementaires d'examiner le texte qui nous a fait défaut pour l'assaillant d'Arras. 49.3, est-ce que sur un texte comme celui-là, il faut aller au vote ?
Moi, je n'ai jamais eu peur du vote. J'ai jamais eu peur du vote, ni pour les retraites, ni pour la loi immigration. Vous étiez favorable à un vote sur la réforme des retraites? Évidemment. Moi, je suis parlementaire, je suis pour voter, je suis pour qu'on mesure et que chacun soit placé devant ses responsabilités. Sur la réforme des retraites, aujourd'hui, qui dit que les retraites les plus modestes sont en train d'augmenter? Qui dit que la loi a bénéficié aux retraités qui sont aujourd'hui les plus modestes? Qui explique que les 1200 € de retraite minimale sont entrés en vigueur au début du mois? Personne. Parce que ce sont des bonnes nouvelles et qu'on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. Changer la Constitution pour permettre l'organisation d'un référendum sur l'immigration, que répondez-vous? Croyez vraiment qu'on a le temps de faire un référendum sur le référendum? Croyez vraiment que aujourd'hui, ce que les Français attendent, c'est une modification de la Constitution qui nécessite, par la procédure qui est à mettre en œuvre, un référendum pour autoriser un autre référendum? Non, on n'a pas le temps pour cela. On n'a pas le temps pour ça, et en plus, c'est purement cosmétique. Ceux qui le proposent le savent, et ceux qui, comme les cadres des Républicains, les dirigeants du Rassemblement national, le proposent, cherchent à gagner du temps et finalement à prospérer peut-être sur le malheur que vit notre pays à chaque attentat qui est commis sur le territoire national. L'Europe a trouvé un accord, je termine avec l'Europe, a trouvé un accord sur le marché de l'électricité. Alors évidemment, conséquences positives pour les particuliers et les entreprises. Sacha Houlié, j'en parlerai demain avec mon invité, la patronne des écologistes. Mais oui, ce sont des conséquences positives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix de l'électricité sera en dessous des 10%, l'augmentation sera en dessous des 10% en 2024, c'est encore énorme, 10%. Il y a plusieurs bonnes nouvelles. Oui. La première bonne nouvelle, c'est pour le prix de l'électricité pour les Français, vous l'avez dit. Oui. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est la reconnaissance du nucléaire comme une énergie renouvelable, en tout cas propre. Et donc, ça montre aussi que la France a su convaincre. Ça montre que la France est capable d'engager la transition. C'est une victoire pour la France? C'est une victoire pour la France parce qu'on a une stratégie qui est très simple et qui va être résumée en 3 mots. Ce que nous voulons, c'est 100% d'électricité dans le mix énergétique, 50% de nucléaire, 50% de renouvelable pour atteindre un objectif: zéro carbone. Et dernière question, les européennes, on ne connaît toujours pas votre tête de liste. Renaissance, c'est étrange quand même. Hein. Non, je pense les mois passent et vous êtes toujours dans la discussion. Quoi, vous avez une idée? Il va falloir patienter un peu. On a acté l'idée d'une campagne sprint. Elle nous réussit toujours plus que les campagnes de long cours. Et puis, on connaîtra quand le nom de la tête de liste? Je crois que Stéphane Séjourné a dit pas avant le début de l'année 2024. Et donc janvier 2024. Pas avant le début de l'année 2024, en effet. Bien. Merci Sacha Houlié d'être venu nous voir ce matin. Merci à vous. Il est 8h56.